stelle mich lieber hier hin. Wir steigen gleich ein mit den vielen Stimmen des Vernon Subutex. Nous allons parler des multiples voix de Vernon Subutex, ce vendeur de disques de Paris qui est devenu très connu grâce au roman de Virginie Despentes. Le dessinateur de bande dessinée très connu de Charlie Hebdo, Luce, en a fait une BD. Nous allons parler maintenant. Malheureusement, il y a encore un effet d'Arsène. Claudia Steinitz a traduit le roman, Liliane Piton la bande dessinée, et le film que vous allez voir brièvement a été développé dans le cadre du programme Toledo. Je vous invite vraiment à consulter le site internet de Toledo. J'espère que vous allez apprécier ce film que nous allons vous montrer rapidement. Vor 20 Metern Höhe den Pharao Cheops darstellen. Das Bauwerk wird auf 2500 vor Christus datiert. Fuck. Mensch, was willst du denn? Immer noch Hunger? Komm, lass uns rausgehen. Gassi gehen ist voll super, Vernon. Wird dir gut tun, Kumpel. Okay. Wo ist die Leine? Gassi gehen, wie geil. Du musst mir den Weg zeigen, ich kenne mich nicht aus. Ich geh vor, ist easy. Es ist amtlich. Das einzige lebendige Geschöpf, das sich um seine Verzweiflung sorgt, ist ein Hund. Keep cool, Colette, ich habe meine Jacke noch nicht an. Die Tür. Voll schön, ihr Hund. Da vorne lang, hinter dem Briefkasten der 1000 Pipis. Echt crazy, dieser Briefkasten. Komm, Vernon. Komm schon. Jetzt mach hinne. Wie knuffig die ist. Guck mal, eine französische Bulldogge. Oh, ich liebe diese Hunde. Er wäre nie darauf gekommen, dass diese Rasse den Mädchen so gefällt. Aber er denkt gar nicht daran, hier irgendwas einzusammeln. Voll süß. Colette ist aphrodisisch. Er begreift, warum Xavier sie hütet wie seinen Augapfel. Vernon hatte nie lange genug nachgedacht, um richtig deprimiert zu sein. Freedom! Das hat ihn immer gerettet. Der Ernst seiner Lage kann ihn nicht mehr umhauen. Na dann lass krachen, Süße. Yes, oh yeah. Klar, ich auch. Ich stehe vor der Metrostation. Ruf dich nachher zurück, okay? Jetzt graue mich schon. Wir haben uns doch gestern gesehen, oder? Ich habe sie gleich wiedererkannt. So eine Bulldogge hätte ich auch gern. Ist es ein Weibchen? Wie alt? 3. Ich hüte sie für einen Kumpel. Sie heißt Colette. Und Sie meinen, wir kennen uns? Sicher? Ja, sie hatten doch den Plattenladen bei Republik. Ha, ja. Ich war x-mal mit meinem Vater da, immer samstags. Erst sind wir zum Flohmarkt in Clignancourt Vinyls gucken gegangen. Danach Moulfrit essen und dann zu ihnen. Er hat sie vergöttert. Sie erinnern sich nicht? Kein Wunder, ich war noch ganz klein. Wer ist denn Ihr Papa? Barthélemy Jagard, Polizist, Metal-Fan. Taube. Hallo, Wauwau. Rat mal, was ich für dich hab, Barto. Ich bin Madame Muschel. Das Bootleg von Mayhem, das du bestellt hast. Als Vinyl. Wow, mit dem Foto, das Euronymous vom Selbstmord von Dad gemacht hat. Geiles Cover. Soll ich dir einpacken? Wie? Als Geschenk? Nee, damit deine Tochter das nicht zufällig sieht. Ach ja. Und den ewigen Kram. Ich erinnere mich an sie. Hört Ihr Papa immer noch norwegischen Black Metal? Nee, seine neue steht nicht so auf Gitarre. Sie labert ständig von Wikingerkultur, aber eigentlich mag sie Chips und Reality-Shows. Es ist nicht schwer, sich zu verlieben. Sie muss ihm nur den Kopf zuwenden und sich küssen lassen. Dann gelangt er in eine neue Welt. Gehen wir zu McDonald's und du spendierst mir einen Iced Frappé Coffee Chop? Sorry, ich hab keine Kohle. Nicht mal für Kaffee? Und wenn, würde ich dich nicht zu McDonald's einladen. Hey Süße, drehen wir eine Runde? Pfoten weg, zisch ab, Capito. Die ist ja echt dominant. Ja, sie hat die richtige Einstellung. Who run the world's girls?
Ich muss jetzt los. Wie ist deine Nummer? Ich habe kein französisches Handy. Schick mir einfach eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. Ich stehe nicht so auf Facebook. Hast du einen Account? Ich heiße Vernon Subutex. Was ist das für ein Scheißname? Ist der aus Harry Potter? Das ist echt keine Ahnung. Und was ist dein Name? Celeste. Ich erde dich. Weißt du dann noch, dass ich das bin? Okay. Als Vernon ihr den Rücken zuwendet, fragt er sich, ob er männlich und entschlossen wirkt oder eher wie ein Bekloppter. Super Spaziergang, Vernon. Ja. Ich hab total Hunger. Unglaublich. Muss ich jetzt was anmachen? Oder wird das von selbst laut? Bis jetzt noch nicht? Doch, jetzt. Ja, unglaublich, welche Talente man an bei seinen Übersetzerinnen, Kollegen entdeckt, die sogar Quel Videos machen. talent on découvre chez ses collègues traducteurs et traductrices qui peuvent monter de tels films tels que celui de Liliane Pitan. C'est véritablement un événement polyphonique. Nous donnons de la voix à tous les traducteurs et traductrices, mais je vais d'abord vous présenter Liliane Pitan. Elle est journaliste, rédactrice. Elle a commencé à travailler dans des projets de reportage graphique depuis 2017. Elle est traductrice littéraire. Elle a commencé par la poésie. C'est là que terminent la plupart des traducteurs littéraires, en fait. Et depuis peu, elle traduit des BD, des romans graphiques. Elle a travaillé notamment avec Luce, dont on a parlé. Et elle organise aussi le Salon international des BD à Erlangen. Elle est modératrice et elle assure aussi la modération lors du le Festival de littérature internationale ILB à Berlin, qui vient d'avoir lieu à Berlin. Bienvenue aussi de ma part. Claudia Steinitz traduit depuis toujours. Et puis elle est passée au livre et puis à la littérature, ce que nous souhaitons tous et toutes. Et maintenant, elle ne traduit plus que la littérature qui l'intéresse véritablement. Elle est arrivée au stade où elle peut vraiment choisir les livres qu'elle traduit, notamment Virginie Despentes. Elle traduit, mais elle est aussi militante pour la traduction littéraire. Elle a été dans la présidence de l'organisation des traducteurs et du centre des traducteurs au Salon de Francfort, et elle est membre de la Weltlesebühne, qui collabore aujourd'hui à l'organisation de cet événement. Claudia est la traductrice de Vernon Subutex. Vous le voyez ici installé sur le banc. Voilà la couverture du roman Vernon Subutex chez Kiwi. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette trilogie. On va quand même brièvement vous raconter de quoi il s'agit et vous parler de Vernon Subutex. On ne sait pas toujours comment prononcer son nom, Vernon. Nous, on s'est mis d'accord pour l'appeler Vernon. Alors, de quoi s'agit-il dans ce roman? Et qu'en est-il de la traduction? Comment ça s'est passé, la traduction littéraire de ces trois romans? Alors, pour commencer par la deuxième question, ou l'avant-dernière, en ce qui concerne la façon dont on prononce son nom, j'ai toujours dit Vernon. Et puis, j'ai remarqué que Virginie Despentes disait Vernon. Essayez de le prononcer en anglais. Alors, je ne sais pas finalement ce que je dois dire au final. Je ne suis pas encore bien décidée. Alors, je suis arrivée à choisir ces livres
un peu par hasard. Il y a eu une demande de la maison d'édition, comme c'est souvent le cas. Et lorsque le premier roman a été édité, je n'imaginais pas que ce serait une des œuvres les plus importantes que je traduirais. De quoi s'agit-il? Dans ces 3 romans, on parle de l'histoire, on l'a déjà évoqué, d'un vendeur de disques qui doit fermer boutique avec l'apparition des CD. Il n'a plus de boulot, il a à peu près 40 ans, il ne trouve plus d'autre emploi, il vit sur le chômage et puis à un moment on lui supprime ses allocations et un jour, et c'est comme ça que commence le premier roman, le huissier de justice, c'est ainsi donc que commence le roman, le fait sortir de son appartement. Il passe encore quelques semaines, quelques mois, les données temporelles ne sont pas toujours claires, il passe du temps sur les canapés de tout son entourage et à la fin du premier roman, il finit vraiment à la rue. Et plus particulièrement, il finit sur le banc que vous avez vu. Le roman raconte que tous ses amis, ses connaissances, l'entourage où il vit sur le canapé, à ces personnes sont dédiés un chapitre. Et donc, on a leur point de vue, même si ce ne sont pas toujours des monologues. Donc, les différents destins sont expliqués par chapitre. On écoute, on lit ou on a lu qu'il s'agissait du portrait de la France, mais en fait, il ne s'agit que du portrait de Paris et aussi que d'une couche particulière de la société, de personnes qui prennent la parole. Et parfois, on a l'impression que Subutex n'est que le véhicule ou la façon de permettre de présenter ces différentes personnes. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vous en parlerai pendant 40 minutes. Et bien évidemment, nous ne voulons pas trahir l'issue de du troisième roman. Alors, ce sujet a remporté tant de succès qu'il a été adapté à différents médias. Il est visible au théâtre, il y a une série télévisée, il y a une BD. Comment ça s'est passé pour toi quand ta traduction a été utilisée dans l'espace germanophone pour en faire d'autres choses? C'était vraiment très intéressant. Et nous avons vu 3 versions au théâtre, à Zurich, à Munich et à Berlin, ici à la Schaubühne. C'était évidemment un médium complètement différent. Et quand j'écoutais, évidemment, je reconnaissais des parties de texte. Mais j'ai réussi à prendre une distance. J'ai observé ce qu'ils avaient fait de ce sujet. Je n'ai pas vu la série encore, mais depuis ce soir, je sais que quelqu'un dans mes connaissances a la série, donc je vais la voir. Et quand la BD a été publiée, j'avais lu que cette BD allait être publiée en France, et quand la maison d'édition en a parlé avec moi, j'avais l'impression que mon texte dans une BD, oui, pourquoi pas. Mais quand j'ai ouvert cette confiance en moi, elle a duré jusqu'à ce que j'ouvre la BD, et je me suis rendu compte que c'était véritablement un autre travail, une autre approche. Ça exige vraiment autre chose. Et il faut évidemment travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience avec la BD. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, c'était la première fois que je traduisais une BD qui était basée sur un roman et qui avait déjà lui-même été traduit. Alors, voici la première couverture de la BD. Il porte sur le premier roman et la moitié du deuxième roman. Les autres tomes couvriront les autres romans. Ce n'est pas seulement une réplique dessinée
de Vernon Subutex. Et vous savez que Luce, qui est très connu, il est caricaturiste chez Charlie Hebdo, il a fait exactement ce que tu as évoqué. Il a utilisé ce matériel de manière très libre. Virginie Despentes lui a laissé qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Prends le roman et fais ce que tu veux. Bien évidemment, par la suite, elle a bien jeté un regard sur la BD, mais c'est d'abord son œuvre à lui qui se base sur le roman, mais il a inventé, donc il s'est basé sur 50% du roman, mais le reste, il l'a écrit, il a rédigé de nouveaux dialogues, de nouvelles scènes, de nouveaux personnages, ou des personnages qui étaient brièvement évoqués pendant le roman ont une importance plus grande. Donc c'est une adaptation. Il a exploité sa capacité à faire de la BD et a un peu étoffé un peu le roman. Alors, les pages ressemblent à ceci. Vous voyez, il y a énormément de dessins. C'est un défi au niveau des dessins. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, il y a énormément de textes. Les gros blocs de texte sont parfois repris du roman. Et le premier problème qu'on a en tant que traducteur de BD, on a énormément de mal en allemand. Parfois, il faut 2-3 lignes en plus. Et donc, le travail auquel j'étais confrontée dans la traduction avec Claudia, de voir où est-ce que c'est dans le roman. Est-ce que c'est le texte original de Despentes et donc, comment est-ce que je peux réduire pour que ça rentre dans la case. Donc, c'est vraiment un travail de lectorat, de relecture aussi. Mais est-ce que c'était pas comme être coincé dans un corsage? Oui, ce sont les textes qui ont été traduits par quelqu'un d'autre et toi, tu dois les replacer. Et tu dois aussi travailler avec ces différentes voix. Ou est-ce que tu as parfois inventé quelque chose de complètement nouveau? Non, j'avais pas l'impression que c'était comme être dans un corsage. On était évidemment limité, je pouvais pas commencer à zéro. Beaucoup des dialogues qui étaient dans le roman, je me suis basée, je les ai adaptés pour qu'ils puissent rentrer dans les bulles. Et il est clair que je ne devais pas chercher de nouvelles voix qui n'étaient pas en rapport avec ta traduction. Et en plus, les dialogues, les passages de dialogue et les passages de description étaient séparés. On remarque vraiment le type, l'écriture de Despentes dans les descriptions et le dialogue sont l'écriture de Luz. Donc moi, je suis plutôt la traductrice de Luz et toi, tu es la traductrice de Despentes. Et dans ce livre, on résume les deux, un peu comme on vient de l'entendre dans les 3 traductrices de Jelinek. Tout n'a pas lieu que d'une façon. Ici, on voit les dialogues. Il y a des textes plus courts et le reste a été rédigé par Luz. Et évidemment, là, j'ai commencé la traduction à partir de 0. Donc, j'avais pas l'impression d'être dans un corsage de trop près de toi, comme tu le disais, mais parfois, il fallait évidemment que je travaille aussi avec le lectorat allemand. Heureusement, il y a les livres en ligne qui permettaient de voir si tout, donc, grâce au travail sur le texte et de traduction, j'ai appris beaucoup de choses sur la traduction vers l'allemand. Maintenant, on a parlé de nos 2 voix. Maintenant, on va parler des voix donc, dans le roman et dans la BD. Au début, j'ai dit qu'il y avait énormément donc, de voix, c'était polyphonique. Et de manière spontanée, je dirais qu'il n'y a aucune des voix qui est vraiment la mienne. Aucune des voix. Und ich habe aber einen Satz, den ich später mal Interview von au cours d'un interview de l'autrice, elle a en effet confirmé que chaque voix était une petite partie d'elle. Et d'ailleurs, je dois toujours
la défendre quand on la compare à Houellebecq. Tous ces personnages font preuve d'empathie. Moi, j'étais à la recherche d'une voix entre mal et pire, ou pas sympathique et un peu vulgaire. Donc, c'était une palette, une gamme de personnes qui sont pas très sympas. Oui, je me rappelle du nazi qui apparaît dans le livre, quand Vernon est déjà en train de vivre sur la rue, il est un peu provoqué par un nazi. Tu avais fait des recherches sur Internet et tu avais même peur que le BND ne frappe à ta porte parce que tu avais fait tellement de recherches sur les réseaux nazis. C'est une des voix les plus extrêmes. Mais il y a aussi des voix qui correspondent à la classe sociale qui se trouve plutôt la classe sociale moyenne. Et quand tu as lu le roman et que tu savais que tu allais le traduire, est-ce que c'était très clair pour toi la présence de cette polyphonie, ou est-ce que tu as développé ta technique pendant le travail? Non, c'était très clair. J'ai bien remarqué, évidemment, sur la base de la structure de ce roman, qu'il y aurait différentes voix. Mais au début, je ne savais pas que le défi consisterait à vraiment développer des différences. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ces voix sont toutes très différentes les unes des autres. Du prolétaire de gauche qui frappe sa femme, et qui dit c'est pas de ma faute, à la personne qui se trouve plutôt vers la droite, qui critique toujours les mouvements LGBTQI, jusqu'aux nazis. Ja, also Sie merken, das sind alles nicht so die Gesellen, mit denen wir befreundet sein wollen, aber die sollten eben unterschiedlich. Il s'agit vraiment de personnes qui doivent avoir une voix bien différente, et c'est le cas d'ailleurs dans la version originale. Et donc, je me suis mise à la recherche de leur voix. Il y a aussi une autre voix, on peut le dire, dans le roman, dans la BD, c'est la musique, parce que Vernon est un vendeur de disques. Il y a énormément de références à la musique rock, pop, punk. Certaines sont très connues, d'autres un peu moins. D'abord, il fallait que je fasse des recherches sur YouTube. Il y avait des groupes punk français ou allemands dont je n'avais jamais entendu parler. Heureusement, grâce à Spotify, je les ai écoutés, je les ai trouvés, et ça m'a aidé dans le travail de rythme dans la BD. Comme ça, vous voyez, vous avez 4 photos de disques, et puis en fait on va de plus en plus vite et on n'a plus de structure, et en fait on essaye d'avoir l'état d'esprit de Vernon, qui a perdu ses clés, qui ne se rappelle plus du numéro de téléphone de son ami. En tout cas, dans le cas de cette traduction, j'ai écouté énormément de musique. La musique avait un rôle important, et j'essayais de trouver le bon registre de langue. Est-ce que la musique était importante quand tu as, toi, traduit le roman? Oui, bien sûr. Il faut que j'ajoute quelque chose quand même sur cette BD. Je savais déjà... je ne sais pas vraiment la différence entre le roman graphique et la BD. Franchement, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'était vraiment très fascinant. Et d'ailleurs, quand je t'écoute, ça l'est encore. Cette capacité à faire jouer le texte et l'image. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, mais que je trouve très fascinant. Je pourrais t'écouter pendant des heures quand tu expliques comment ça a fonctionné. Oui, alors le rôle de la musique était important. Quand le roman a été publié, quelqu'un a tout à fait une liste de toutes les chansons qui sont mentionnées. Il y a beaucoup de rock, de punk. Moi, ça me plaît pas trop, je vais dire. Mais en tout cas, j'ai tout écouté, j'ai tout entendu, et il y a aussi de très belles chansons dans toute cette série. Oui, c'est vrai que la playlist
320 titres, donc il y en a pour tous les goûts, on peut dire. Alors, je vais vous montrer une autre page de la BD pour vous donner une petite impression. C'est très bien dessiné. On connaît Luce en tant que caricaturiste, mais c'est véritablement un dessinateur de BD. Il arrive à travailler donc en tant que dessinateur et sur les 300 pages, on ne se fatigue pas parce que franchement, c'est pas ennuyeux parce qu'il n'y a pas un dessin qui ressemble à l'autre et les différentes voix que tu as mentionnées qui sont dans les chapitres de Despentes, eh bien, on les retrouve avec une nouvelle double page, avec une nouvelle tonalité de couleur. Et il s'agit aussi de personnes qui font le travail numérique un peu désagréable pour les personnes plus aisées de Paris. Et Luce a réussi sur la base d'un texte, d'une prose, à développer de la dynamique dans les scènes. Il ne s'agit pas de dialogue ou de monologue qui pourraient être un peu ennuyeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'actions. Ici, on voit cette fille sur sa moto pendant qu'il explique son histoire sur le côté. Est-ce que la BD... ce personnage a un rôle plus important que dans le roman. Oui, il y a un récit, je ne l'ai même pas encore évoqué, une personne qu'on ne reconnaît pas, qui introduit l'histoire et qui dit je t'ai attendu et maintenant je vais t'expliquer l'histoire de Vernon. Et on ne voit pas vraiment qui c'est. Et moi, je pense que c'est Liane, mais maintenant j'ai déjà lu la deuxième BD de Lu, et donc je ne suis plus sûre. En tout cas, il y a une nouvelle voix qui introduit toute l'histoire. Et j'aurais aimé poser cette question quand je traduisais, mais Luce est très isolée. C'est une des deux personnes qui a survécu l'attentat de chez Charlie Hebdo en 2015. Ce n'est pas très facile d'entrer en contact. Maintenant, j'y suis arrivée, mais à l'époque, quand je traduisais, je n'étais pas en contact. J'aurais aimé lui poser des questions, mais j'imagine que c'était la même chose pour toi. Tu aurais certainement aimé discuter avec Virginie Despentes. Est-ce que vous avez pu échanger, en fait? Oui et non. Je l'ai rencontrée quelques fois lors d'événements. Mais je n'avais pas le temps de parler avec elle. Je lui ai envoyé des emails en lui posant des questions. Une fois, j'ai reçu une réponse. Merci pour tes questions, je te répondrai ce jeudi. Et il n'y a plus d'autres réponses. J'ai remarqué rapidement que j'étais un peu seule. C'est marrant que tu dis ça parce que Luce m'a expliqué la même chose. La BD s'est développée comme suit. La maison d'édition de Virginie Despentes lui a dit on pourrait adapter la BD. Et elle a dit non, moi ça m'intéresse pas trop. Et en fait, ils lui ont demandé quand même de proposer quelqu'un. Et elle a dit, elle a proposé Luce, elle savait que il vivait un peu de manière cachée et qu'il était difficile à joindre. Et elle se disait qu'on la laisserait en paix parce qu'on n'arriverait pas à établir le lien avec Luce. Et évidemment, la maison d'édition a trouvé Luce et étant donné qu'il vient du domaine musical aussi, ça lui a beaucoup plu. Et entre-temps, Luce et Virginie Despentes ont travaillé sur la BD ensemble. Et je pense que Virginie Despentes est très satisfaite maintenant. Mais tout à l'origine, au début, elle n'avait pas vraiment envie de cette BD. Moi, je voulais encore parler d'une voix. Il y a un personnage qui n'est pas visible ici. On a Subutex, et à la fin du premier roman, et dans le deuxième roman, il est sans abri. Et là, je me disais, tiens, comment est-ce que je vais trouver des voix et j'ai longtemps parlé avec le vendeur de journaux devant notre supermarché
qui s'est avéré être un intellectuel qui est devenu sans-abri parce qu'il a joué tout son argent et l'a perdu. Et donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de voix propre aux sans-abri. Mais il y a un autre personnage que Subutex rencontre dans la rue, c'est Olga, qui vit depuis 15 ans dans la rue et défend sa vie. Et elle est venue dans notre rue. En fait, on vivait à Hambourg et puis il y avait une femme, une sans-abri, qui a vécu dans notre rue. Et je savais, c'est Olga. Et on l'appelait d'ailleurs Olga Maria, parce qu'en plus j'ai appris qu'elle s'appelait vraiment Maria, donc j'ai rajouté son prénom et j'ai fait sa connaissance. Et pour moi, c'était une voix que j'avais dans l'oreille. Quand elle était de mauvaise humeur, je pense qu'elle n'était plus tout à fait à 100% normale dans la tête. Et donc, parfois, elle insultait les passants. Et donc, j'avais vraiment sa voix en tête. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi dans de nombreux dialogues. Dans la scène où il y a la fête qui a été écrite par Luce, les dialogues sont... Le registre de langue est encore bien évidemment différent. Dans une soirée, il a baissé encore le registre, c'est encore beaucoup rempli d'abréviations. Et donc, j'écoutais les gens discuter dans le métro. Et comme Julie Théral l'a déjà évoqué, j'ai demandé à beaucoup d'amis francophones comment est-ce que vous diriez ça et qu'est-ce que ça veut dire. J'ai reçu 20 000 réponses et puis j'ai décidé d'écrire les choses en me disant voilà, peut-être que des gens qui vivent dans ce milieu à Berlin diraient les choses comme ça afin de développer une langue naturelle qui peut être crédible dans les dialogues. Mais toi, tu n'as pas fait que des recherches avec des gens, mais aussi à Paris, sur place, parce que le personnage principal, c'est vraiment Paris aussi. Encore une image d'Alex et une photo. Alors, c'est quoi l'histoire de cette photo? Paris. Oui, je suis allée à Paris. Et j'ai essayé de retrouver les traces au sens propre du terme en suivant le roman. Je vais vous lire brièvement un passage parce que c'était vraiment une belle trouvaille. Alors, je vous révèle tout de suite que cette photo, vous l'avez vue, la première photo à la fin du premier roman, il est assis sur un banc. Et ça, c'est la photo de la vision qu'on a quand on est assis sur le banc. Donc, j'ai trouvé ce banc et je lis quelque chose à présent. Vernon wartet die Nacht ab. Erst als in allen Fenstern ringsum die Lichter erloschen sind, klettert über mehrere Zäune und wagt sich nach hinten in den Gemeinschaftsgarten. Überquert das abschüssige Grundstück, geht auf einem schmalen Pfad an den Weinreben entlang und dabei passt auf, dass nichts beschädigt. Pflückt einen Apfel im Garten, ganz klein und sauer, aber Vernon braucht Zucker. Schwerfällig klettert über den Zaun, der den Garten von einem Grundstück trennt, auf dem neuerdings schläft. Geht über den Hinterhof des verlassenen Hauses, in dem sich verkrochen hat. Von dem, was ein Patio mit herrlichem Blick auf die Hauptstadt werden sollte, ist nur ein betoniertes Viereck übrig, in dessen Winkel man gut vor Wind und Regen geschützt ist. Verrostete Eisenpfeiler markieren die Ecken. Ich breche jetzt hier mal ab. Und ich bin nicht gut im Dokumentieren. Alors, je ne suis pas très bonne en ce qui concerne la documentation, donc il faudra vous contenter de cette photo. Mais c'était vraiment époustouflant d'être sur les buttes bergères, à côté des buttes Chaumont, d'arriver à cet endroit, de trouver ce banc, de trouver cette perspective et de voir cette ruine et de se dire, tiens, qu'est-ce qui est décrit? Ces jardins partagés, il y a beaucoup de panneaux, n'entrez pas, c'est ouvert le mardi de 13h à 15h, et puis juste à côté, cette ruine. On s'est dit, ah, waouh! Et les autrices et les auteurs, ils n'imaginent rien, ils ont tout copié.
bien évidemment, ils glaube schon zum Abschluss. Ils réfléchissent aussi. Alors moi, je vais montrer la dernière image. Voilà, ça c'est le banc et Vernon qui regarde Paris. Et là, vous voyez le jardin, les arbres, et juste à côté, cette ruine. Entre-temps, peut-être que ça a déjà été transformé en une villa bien chère. C'était en 2017, quelques années ont passé. Et donc maintenant, on va rester sur ce banc et je continue. C'est la fin du premier livre et c'est le moment où Subutex est arrivé tout en bas de l'échelle. Sinkt auf einer Bank zusammen und kommt einfach nicht zu Atem. Er hört die Autos nicht mehr. Der Regen wird noch stärker und winzige Bleifäuste trommeln auf sein zum Himmel gewandtes Gesicht. Der Tag ist angebrochen, ohne dass er sich erinnert, eingeschlafen zu sein. Aber er hat geträumt, dass sich Robert Johnson auf die Bank gegenübergesetzt und Harmonika gespielt hat. Vernon erkennt die Straße nicht, in der er zusammengeklappt ist. Als er sich aufsetzen will, weigert sich sein Körper. Er sinkt zurück auf den Rücken und dreht langsam den Kopf. Der Regen hat einer rasiermesserscharfen Kälte Platz gemacht, aber er hat wohl Fieber, denn unter den Bissen der Kälte verbrennt ihn seine Haut buchstäblich. Ein einziger Gedanke quält ihn. Wie lange hat er nichts mehr gegessen? Wenn er nur einfach erlöschen könnte, jetzt, hier. Er stellt sich die Flamme einer Kerze vor, die zittert und schwächer wird, und den schwarzen Docht, ein rotes Glimmen, dann nichts mehr. Aber man stirbt nicht aus Verzweiflung, jedenfalls nicht so leicht. Später in der Nacht, ein paar Stunden sind vergangen oder eine Minute, er weiß es nicht, schlottert er vor Fieber. Die ersten Takte von Voodoo Child wecken ihn. Jimi Hendrix hustet, das ist doch der Anfang von Rainy Day, nicht die Version von Electric Ladyland. Diesen Song hat Vernon nie gehört. Aber er klingt so klar wie über Kopfhörer oder als säße er auf den besten Plätzen bei einem Open Air. Die Augen zu öffnen ist unendlich mühsam. Der Himmel ist voller Sterne. Die Musik hört nicht auf. Er weiß, dass er fantasiert, aber das stört ihn nicht. Er schließt die Augen wieder und kehrt zu den trügerischen Formen zurück, die hinter seinen Lidern umherschwimmen. Die Einleitung von Voodoo Child wird länger. Er hört Eddie Hazel in den Groove einstimmen, das überrascht ihn. Dann erkennt er ganz sicher die langen Bassläufe von James Jamerson und schließlich ertönt die Stimme von Janis Joplin in absoluter Reinheit. Ein Bogen von Tönen hat sich über seinen Körper gespannt. Die Orgel von Steve Winwood dehnt den Raum. Von Vernon bleibt nur eine märchenhafte Anspannung in Richtung Wohlbehagen. Eine Ausdehnung in der Dunkelheit. Er ist die ganze Stadt. Er überragt sie. Jimmy und Janis geben ein unglaubliches Konzert, das nur er allein hört. Über ihm funkeln die Sterne mit seltsamer Stärke. Vor sich entdeckt er eine unverstellte Sicht. Von oben sieht er ganz Paris. Vielen Dank, Claudia. Merci beaucoup, Claudia. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Merci beaucoup, cher public. On reprend dans 5 minutes.